Il y avait 5 personnes dans cette salle ce jour-là. 5 personnes qui savaient la vérité. 5 personnes qui regardèrent un homme innocent être condamné. Et 5 personnes qui choisirent, chacune à sa manière, de se taire. Ce que vous allez entendre, c'est l'histoire de ces 5 silences. Et de ce qu'ils ont coûté. Pas à Samuel. Je ne suis pas le coupable. Samuel, lui, a payé L'évidence sa dette prouvera mon longtemps innocence. avant eux. Non. Ce que ces 5 silences ont coûté, c'est à ceux qui les ont gardés. Parce que le mensonge a une mémoire que nous n'avons pas. Et il se souvient toujours de ceux qui l'ont nourri. Bienvenue sur la chaîne Histoire Lambda. Installez-vous confortablement, prenez un moment pour vous et laissez-vous emporter par l'histoire incroyable qui va suivre. Ici, chaque histoire cache une leçon, une émotion et parfois même une vérité qui peut changer votre façon de voir la vie. Si c'est votre première visite sur la chaîne, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes et instructives. Alors, sans plus attendre, plongeons ensemble dans l'histoire du jour. Samuel Minkanda avait 28 ans quand sa vie s'est arrêtée. Pas au sens figuré, au sens littéral. Un matin de novembre, les gendarmes sont venus frapper à la porte de son garage, dans la ville de Bafoussam, au Cameroun. Un homme avait été retrouvé mort la nuit précédente, à 200 mètres du garage. Samuel avait eu une dispute avec cet homme 2 jours avant. Une question d'argent due pour une réparation. La dispute s'était passée devant témoins. Ce fut suffisant. Samuel n'était pas un homme de violence. Il aimait le football, les mangues bien mûres, et sa mère qui l'appelait tous les dimanches matins. Il avait monté son garage seul, en économisant pendant 4 ans. Il aidait les jeunes du quartier à trouver des stages. Ses clients lui faisaient confiance. Aucun de cela ne fut mentionné au procès. Voici les 5 personnes qui scellèrent son destin. Arnaud Chomba, voisin de Samuel, 35 ans. Il convoitait le terrain du garage depuis 2 ans. Il témoigna avoir vu Samuel suivre la victime ce soir-là. C'était faux, c'est si l'on doit. Petite amie de la victime, 26 ans. Elle avait souscrit une assurance vie 6 semaines avant la mort de son compagnon. Elle témoigna d'une menace que Samuel aurait proférée. Personne d'autre ne l'avait entendue. Le commissaire Bika, 50 ans. Il voulait clore le dossier avant les fêtes. Il orienta l'enquête vers Samuel dès le premier jour. Sans explorer d'autres pistes, il signa un rapport incomplet. Maître Ondoa, avocat commis d'office. Il avait 3 autres affaires ce mois-là. Il rencontra Samuel 2 fois avant le procès. Il ne lut pas complètement le dossier. Rosembala, collègue de Samuel. Elle était là ce soir-là. Elle avait vu quelqu'un d'autre rôder près de l'endroit où le corps fut retrouvé. Elle avait peur. Elle ne voulait pas d'ennui. Elle ne dit rien. Samuel prit 12 ans. Samuel entra en prison en janvier. La première nuit, il pleura sans bruit pour ne pas se montrer faible. La deuxième nuit, il fit la même chose. La troisième nuit, il décida d'arrêter de pleurer et de commencer à penser. Il écrivit à sa mère. Chaque semaine, une lettre. Il écrivit à un journaliste indépendant qui avait couvert son procès. Un homme qui lui avait paru attentif, différent des autres. Il écrivit à des associations de défense des droits, à des avocats, à des élus. La plupart ne répondirent pas. Le journaliste lui répondit, une seule fois. Il dit qu'il avait lu son courrier avec attention, qu'il gardait tout, que si un jour des éléments nouveaux apparaissaient, il serait là. Samuel garda cette lettre pendant 10 ans. Sa mère mourut la 3e année. Il n'obtint pas de permission pour l'enterrement. Ce fut le moment le plus dur, mais même ce soir-là, il ne laissa pas la haine entrer. Si je deviens ce qu'ils ont dit que j'étais, alors ils auront eu raison. Et ça, je ne pouvais pas leur donner. 10 ans passèrent. Samuel sortit de prison à 38 ans. Il n'avait plus rien. Son garage avait été vendu, sa maison reprise. Il n'avait que ses mains, ses lettres et une conviction calme. Il ne chercha pas la vengeance. Il n'en avait pas besoin. Ce que Samuel ne savait pas, c'est que pendant toutes ces années, le destin avait fait son travail. Méthodiquement, sans bruit, sans se presser. Chacun des 5 avait commencé à payer. Arnaud avait eu ce qu'il voulait. Le terrain de Samuel fut mis en vente judiciaire 2 ans après la condamnation. Arnaud l'acheta pour une fraction de sa valeur réelle. Il fit construire une belle bâtisse, 2 étages. Il était fier. Il invitait des gens à dîner et leur racontait comment il avait bien négocié. Ce qu'il n'avait pas su, c'est que le précédent propriétaire du terrain, celui qui l'avait vendu à Samuel, 10 ans plus tôt, avait un héritier, un fils parti à l'étranger, qui revenait maintenant, qui avait retrouvé un ancien contrat, qui avait trouvé un avocat, qui avait prouvé que la vente initiale comportait une clause de préemption familiale jamais respectée. La maison d'Arnaud fut saisie 8 ans après sa construction. Sa femme le quitta. Elle dit qu'elle ne pouvait pas vivre dans une maison que la justice voulait reprendre.
Elle ne lui dit pas l'autre raison, qu'elle avait toujours su, quelque part, comment ce terrain avait été obtenu. Arnaud finit locataire dans son propre quartier, dans une maison appartenant au fils d'un vieil ami de Samuel. Il paya son loyer le 1er du mois, comme tout le monde. Il ne fit jamais le lien. Cécile avait touché l'assurance. 4 millions de francs CFA. Elle avait refait sa vie. Un nouvel appartement, un nouveau compagnon, des habitudes de femme qui a réussi. Son nouveau compagnon s'appelait Patrice. Il était charmant, attentionné, il parlait de projets d'avenir avec une conviction sincère. Il l'aida à investir ses économies dans une affaire commune. Puis un matin, Patrice n'était plus là. L'affaire non plus. Les économies non plus. Cécile porta plainte. La procédure dura 3 ans. Pendant ces 3 ans, ses proches commencèrent à lui dire des choses. Que Patrice avait peut-être eu des raisons de douter d'elle. Qu'elle n'avait pas été transparente non plus. Qu'il y avait peut-être eu des malentendus. Des choses qu'on dit à quelqu'un qu'on n'ose pas accuser franchement. Cécile se retrouva seule, sans argent, accusée par son entourage d'avoir tout pris à un homme. Exactement comme elle avait, un jour, témoigné contre un homme innocent. Elle ne fit jamais ce lien non plus. Ou peut-être qu'elle le fit certaines nuits. Et que c'est pour ça qu'elle ne dormait plus très bien. Le commissaire Bika avait monté en grade. Commandant, puis lieutenant-colonel. Des cérémonies, des décorations, une réputation d'homme efficace. Ce que peu de gens savaient, c'est que Bika avait une méthode. Il classait vite, il fermait les dossiers vite. Il produisait des statistiques impressionnantes. Mais il classait vite parce qu'il prenait des raccourcis. Et ces raccourcis, parfois, lui rapportèrent quelque chose. Une enquête interne fut ouverte. Pas sur l'affaire Samuel, sur une autre. Une affaire plus récente. Mieux documentée, plusieurs dossiers classés en échange de contrepartie. Des preuves qui avaient disparu. Des témoins qui n'avaient pas été entendus. Bika fut révoqué, jugé, condamné. La peine, 12 ans. Exactement les 12 ans qu'il avait contribué à donner à Samuel. Ce détail ne figura dans aucun journal. Personne ne le remarqua officiellement. Mais ceux qui savaient, ceux qui avaient connu Samuel comprirent. Maître Ondoa n'était pas un mauvais homme. C'était un homme fatigué, débordé, un homme qui avait accepté trop de dossiers et pas assez de temps. Samuel avait été pour lui un dossier parmi d'autres. C'est ce qui était honteux. Peut-être, pas la malveillance, mais l'indifférence. Il perdit son barreau sur une autre affaire. Un client mal défendu, une procédure bâclée, une plainte disciplinaire. Le barreau lui retira sa licence. Il tenta un recours. Il se retrouva de l'autre côté de celui qui a besoin d'un avocat, celui qui espère être bien défendu, celui qui attend que quelqu'un lise vraiment son dossier. L'avocat qu'il choisit ne lut pas complètement son dossier. Ondoa perdit son recours. Il ouvrit un cabinet de conseil plus modeste. Il travailla avec plus de soin. Trop tard pour Samuel, juste à temps pour lui-même. On ne sait pas si c'est du karma ou juste de la vie. Peut-être que la différence n'est pas si grande. Rose avait gardé son silence toute sa vie. Elle avait fait sa carrière, élevé ses enfants, vieilli. Elle ne parlait jamais de cette nuit-là. Mais elle n'oubliait pas. À 62 ans, Rose tomba gravement malade. Les médecins parlèrent d'une maladie du système nerveux, progressive, irréversible. Rose entendit le diagnostic et pensa immédiatement à Samuel. Elle ne savait pas pourquoi. C'est juste lui qui lui vint à l'esprit. Elle demanda à voir un prêtre, pour se confesser, pour dire ce qu'elle avait eu. Le prêtre qui vint s'appelait Père Eric Minkanda. Rose regarda le nom sur le badge. Minkanda. Elle dit « Vous avez de la famille dans la région de Bafoussam ?» Il dit « Mon père, oui. » Il s'appelait Samuel. Il est décédé l'année dernière. Rose ferma les yeux. Elle resta silencieuse une très longue minute. Puis elle dit « Mon père, j'ai quelque chose à vous dire. » Et ce n'est pas une confession ordinaire. Père Eric Minkanda quitta la chambre de Rose 2 heures plus tard. Il marchait lentement. Il tenait dans sa main un nom. Celui du journaliste à qui son père avait écrit depuis sa cellule 30 ans plus tôt. Le journaliste s'appelait Augustin Nkeng. Il avait 70 ans maintenant. Il était à la retraite. Mais il avait gardé tout. Chaque lettre, chaque courrier, chaque document que Samuel lui avait envoyé pendant 10 ans. Dans des boîtes, au fond de son bureau. Il avait toujours pensé que ce jour viendrait. Rose accepta de parler publiquement. Elle enregistra sa déclaration depuis sa chambre d'hôpital. Sa voix était ferme. Elle n'essaya pas de se justifier. Elle dit seulement ce qu'elle avait vu cette nuit-là et pourquoi elle s'était tue. Augustin Nkeng publia tout. Les lettres de Samuel, la déclaration de Rose, les incohérences du dossier original. L'article fut repris par la presse nationale, puis internationale. Samuel Minkanda, mort 6 mois plus tôt à 68 ans, fut officiellement réhabilité. Son nom fut effacé des registres judiciaires,
son casier fut annulé. Son garage, ou plutôt l'emplacement où il avait été, reçut une petite plaque commémorative posée par des habitants du quartier. Une journaliste demanda à Père Éric ce que son père aurait voulu. Il réfléchit longtemps. Il n'aurait pas voulu des poursuites. Il écrivait ça dans ses lettres. Il disait que la justice des hommes l'avait condamné, mais qu'il ne passerait pas sa vie à attendre qu'elle le répare. Il avait une expression. Il disait « Je ne veux pas vivre dans la salle d'attente de la vengeance ». Les 4 survivants, Arnaud, Cécile, Bika en prison, Ondoa dans son cabinet réduit, virent tous la réhabilitation de Samuel aux informations. Aucun ne fit de déclaration publique. Aucun ne demanda à voir la famille. Ce silence-là aussi avait un nom, mais cette fois, c'était leur affaire. Samuel n'était plus là pour en souffrir. Père Éric Minkanda célébra une messe en mémoire de son père dans l'église du quartier où Samuel avait grandi. Il y avait beaucoup de monde, d'anciens clients du garage, des gens du quartier, quelques journalistes, et, au fond de l'église, une vieille femme dans un fauteuil roulant, Rose. Elle était sortie de l'hôpital pour la journée. Elle ne prit pas la communion. Elle resta assise, les yeux fermés, pendant toute la durée de la messe. Après la cérémonie, Père Éric vint la voir. Elle lui prit la main. Elle dit simplement « Est-ce qu'il est en paix ?» Le prêtre dit « Je crois que oui ». Rose hocha la tête. Et pour la première fois depuis 30 ans, elle sembla elle aussi un peu plus légère. Le petit atelier de mécanique que Père Éric ouvrit en mémoire de son père, avec l'argent de la réhabilitation et quelques dons, forma 22 jeunes en 2 ans. Au-dessus de la porte, il fit graver une seule phrase, celle que Samuel avait écrite dans sa dernière lettre à Augustine Kang, quelques semaines avant de mourir. « Je n'ai jamais demandé vengeance. Je n'en avais pas besoin. » Chacun d'eux portait son propre verdict, année après année, sans même le savoir. Morale de l'histoire, le faux témoignage ne tue pas seulement la vérité, il condamne aussi l'âme de celui qui l'a porté. On peut voler les années d'un innocent, salir son nom, briser sa vie, mais aucune injustice ne disparaît vraiment. Le mensonge finit toujours par revenir, non comme un cri, mais comme un poids silencieux que nul ne peut déposer. Car on peut échapper aux hommes un temps, mais jamais à sa conscience, ni au verdict lent et implacable du temps. Et lorsque l'on a souffert de l'injustice, il faut se souvenir d'une chose, la vérité peut tarder, vaciller, être étouffée pendant des années, mais elle ne meurt jamais. Un jour ou l'autre, elle trouve toujours une fissure pour refaire surface, relever l'innocent et couvrir de honte ceux qui avaient cru l'enterrer pour toujours.